je suis né en Corse, hein, et mon métier, ça a été professeur de lycée, puis d'université. J'ai passé les concours, CAPES, agrégation, pour être bien, libre. Et j'ai quand même très vite senti le besoin d'avoir des voies parallèles à ce métier, passionnant, mais quand même routinier. Hein. Collaborer à des journaux, publier des livres, écrire. Dans ta vie, il y a 3 pays qui sont importants. Je dirais territoire, moi. La Corse, ça compte beaucoup pour moi, hein, de plus en plus d'ailleurs. Et il y a l'Algérie où je suis arrivé bébé. Hein. Il y a la France où je suis arrivé adulte. La France qu'on appelait la métropole quand on était en Algérie, le continent quand on est en Corse. Continent français quand on fait embêter les Français, et l'Espagne, parce que j'étais hispanisant, j'avais une vocation de professeur d'espagnol, j'ai enseigné 3 ans à Saragosse. Donc, si tu veux, dans la sensibilité, l'identification, je ne me sens pas espagnol, à aucun moment. J'adore l'Espagne, l'histoire d'Espagne, la littérature espagnole, les odeurs en Espagne, la gastronomie espagnole, certains paysages, mais je n'ai pas d'identité espagnole, alors que j'ai une identité corse, une identité algérienne, et une identité française qui vient au-dessus de cela. Voilà. Tu t'es mis donc depuis l'âge de la retraite à écrire un peu plus. J'ai écrit dès le début de ma carrière, hein, mais c'était des articles universitaires, dans des colloques, dans des réunions, pour ce qu'on appelait la carrière. Donc là, tout ça était très à la 3e personne. Et dans mon enseignement, d'ailleurs, je n'ai jamais parlé à la 1re personne. Hein. Je n'ai jamais dit aux étudiants mes joies, mes peines, mes colères. J'ai fait. Puis tu avais un statut aussi. J'avais un statut. Puis moi, j'ai toujours horreur des professeurs qui racontent leur vie. De toute façon, il y en a qui le font. J'ai senti le besoin, l'urgence presque, hein, d'écrire à la 1re personne quand même, parce que j'en avais assez d'écrire. Alors sur Yourcenar, par exemple, j'ai écrit depuis 1977-18, hein, est venu là-dessus au moment de la retraite par hasard. L'aventure, si je veux dire, passionnante de collaborer à des maisons d'édition sur la Corse, en particulier avec Jean-Jacques Colonna d'Istria, hein, à partir de 2010, une enfance corse, coordonnée par Léla Sébar, hein, que je ne connaissais pas, que j'ai connue à ce moment-là, et qui est devenue une amie. Hein. Et donc, j'ai fait comme ça 7 ou 8 livres hein, sur la Corse, mais je parlais des Corses. Je donnais la parole aux autres, où je les interviewais, enfin bon, je parlais assez peu de moi d'ailleurs. Je vais prendre la parole. L'histoire, tu la livres dans Corse-Algérie, Mémoire en partage. C'est complètement autobiographique. Et la Corse-Algérie, donc c'est Mémoire en partage, parce que là, c'est en plein dans ma vie, bien sûr. Mon Algérie à moi, on a plusieurs vies dans une vie. Hein. On a une vie importante, mais dont on ne se souvient pas jusqu'à l'âge de 4-5 ans, la fameuse amnésie de l'enfance. Tout le monde se souvient de ce qu'on était, mais nous, on ne se souvient pas, consciemment en tous les cas. Hein, bon. Après, j'ai une Algérie, donc à partir de l'âge de 5 ans, là je suis à Alger, essentiellement à Alger, uniquement à Alger, alors que mes parents avaient été avant à Relisane. Bon. Alors moi, je ne connais qu'Alger. De 1943, 44, je ne sais plus très bien. Je ne sais pas très bien quand est-ce que je suis arrivé. Je ne sais pas très bien quand je suis parti d'ailleurs. Et jusqu'en 62. Voilà. Donc ça a été long. Hein. Ça c'est l'Algérie des villes, de la ville d'Alger, la grande ville d'Alger. Je n'ai connu que la ville essentiellement européenne, même si ma mère enseignait à Bab el Oued, dans le quartier populaire. Je n'ai connu qu'Alger, grande ville, moderne, hein, dans la partie européenne essentiellement. Je n'ai fait que quelques incursions, à Tipaza une fois, à Yakouren, en Kabylie, mais avec la guerre d'Algérie à partir de 1954, il n'était plus question de se faire du tourisme en Algérie, de prendre la voiture et de se promener. Donc l'Algérie, c'est essentiellement Alger. C'est pour ça que je crois que quand, alors tu t'en es rendu compte, quand on interroge les anciens d'Algérie, il faut leur demander où, dans quelles conditions. Il faut savoir ceux qui étaient dans le bled, comme on disait, dans l'intérieur, belle expression, et ceux-là avaient une connaissance beaucoup plus complète de l'Algérie, ils étaient plus près des... Au contact de la population. La population arabe en particulier, certains parlaient arabe, apprenaient l'arabe, vivaient avec vraiment tout près des Arabes. Je dis arabe parce que... Oui, c'est comme ça qu'on le disait à l'époque, c'était le terme adéquat. Arabe, c'était pas péjoratif du tout. Quand Camus dit l'arabe, on lui reproche, mais c'est pas du tout péjoratif. Plutôt que de dire indigène, par exemple. Non, mais indigène, c'est péjoratif, mais arabe, c'est pas péjoratif. Musulman, c'est une religion. Donc, on disait arabe et européen. Moi, je me suis rarement senti français d'Algérie, d'ailleurs. Je me suis senti européen d'Algérie. Ou à la limite, si je creuse un petit peu, corse en Algérie. Mais français d'Algérie,
qu'est-ce que c'était la France pour nous là-bas? J'avais jamais mis les pieds en France. Donc c'était un pays lointain, oui, fascinant, Paris, la Tour Eiffel, les grands écrivains, les fleuves, hein. Oui, l'histoire de France qu'on apprenait à l'école. Voilà, l'histoire Louis XIV, Richelieu, Jeanne d'Arc, mais j'ai rien à en faire de tout ça, moi. Moi, j'étais à Alger, hein, j'étais entouré d'Arabes, d'Européens qui étaient soit des Suisses, soit des Espagnols, des Maltais, des Italiens, entouré d'exilés, d'émigrés, de toutes les nationalités. Tout le monde parlait français, bien entendu, hein, avec l'accent, on parlait français. Et donc j'étais dans un coin de France, un pays étranger, avec un français étrange, c'est-à-dire qui était français par l'administration. On était français, on avait des papiers, République française, mais la France, on ne connaissait pas. Donc l'Algérie, c'est le territoire de mon enfance, auquel j'étais très attaché, bien entendu, parce que l'enfance, l'adolescence, le début des études supérieures, c'est important dans la vie quand même, hein. Moi j'ai l'impression que les 20 ans que j'ai passés en Algérie comptent presque plus que 40 ans que j'ai passés en France ou en Espagne. C'est pas le même poids, hein, pas le même poids du tout, hein. Et alors là-dessus, on en parlera après si tu veux, il y a eu la Corse, en même temps. Donc je me suis toujours senti Corse en Algérie, Corse en Corse, bien entendu, pas toujours facile d'ailleurs, hein. Corse en France, pas toujours facile non plus, et Corse en Espagne, encore moins facile. Sur les 3 territoires, Corse, Algérie, France, Espagne, 4, ça fait, hein, 4 territoires. Les 2 qui comptent, c'est quand même la Corse, par ordre hiérarchique, si je puis dire, sentimental, c'est la Corse, l'Algérie, la France, l'Espagne. Voilà. Et tu nais à Ajaccio, tu aurais pu naître ailleurs. Ben, j'aurais dû naître en Algérie. J'aurais dû naître à Relisane. Si je remonte, je bouche les trous de la tapisserie, comme dit ma chère Yourcenar, une fois de plus, hein, de sa vie. Hein. J'ai un vide énorme. Mes 2 frères sont nés à Relisane, mes parents enseignaient avant la guerre de 40. Hein. Donc j'aurais dû naître à Relisane. Ils n'avaient aucune raison de partir de Relisane dès les cours. Hein. Je suis né en Corse parce que mon père est rentré pendant la guerre de 40, hein, et ma mère s'est repliée en Corse parce que mon père était à l'armée, et donc ma mère se retrouvait en Corse, et elle était institutrice à Piana, hein, et je dis tout le temps dans ma mythologie, quand je vais à Piana, j'ai passé 9 mois dans le ventre de ma mère à Piana, petit village de Corse. Donc, je suis né à Ajaccio par hasard, au fond, parce que s'il n'y avait pas eu la guerre de 40, j'aurais dû rester à Relisane. Je ne sais pas combien d'années mes parents avaient prévu de rester à Relisane, mais enfin j'étais bien à Relisane. Je ne pense pas que s'il n'y avait pas eu la guerre de 40, ils aient eu envie de partir à Alger. Par contre, à la fin de la guerre, qu'ils ont eu le projet de revenir en Algérie, parce que l'Algérie, ça a toujours été un aller, un retour. Hein. Mes parents, moi, enfin bon. Quand ils sont revenus, ils ont demandé Alger comme poste. Donc je suis arrivé à Alger, enfant, bébé, là, et j'y suis resté avec eux. Donc j'ai une enfance corse et une enfance algérienne. J'ai pas une enfance française. Absolument pas. Ni espagnol d'ailleurs. J'ai une enfance corse et une enfance algérienne. Parce que mes parents étant instituteurs, ils faisaient octobre, juin à Alger, en Algérie donc l'école primaire, le lycée, le collège, le début de la faculté, Hippocane, à Alger, mais instituteurs corse, ils prenaient le bateau le 30 juin, le bateau des Corses, des traversées qui étaient longues, hein, et on allait à Ajaccio. Et d'Ajaccio, très vite, on montait au village. Et donc, on passait 3 mois de vacances dans un petit village de montagne, sans eau, sans électricité, sans voiture, pratiquement. On n'avait que les jeux de la nature. On avait les châtaigniers où on faisait une cabane, on avait les sources, on avait le torrent, on allait baigner. On avait la montagne qu'on découvrait en faisant des excursions. Et on avait les gens du village auxquels on parlait, les vieux, qui nous racontaient des histoires, leurs histoires. Donc c'était une enfance magnifique, hein, une enfance libre. Nos parents nous disaient complètement libres. Et après, je rentrais en Algérie. Donc l'année scolaire, c'était l'Algérie. J'ai pas de souvenirs d'enfance en Algérie. Quand je partais d'Alger, c'était le 1er juillet. Et je revenais le 30 septembre. Donc le retour à Alger, c'était le retour dans la chaleur d'Alger, l'appartement avec les stores baissés. Même en octobre, hein, même début octobre. Début octobre, les stores baissés, une chaleur terrible. Et la frustration de quitter la Corse fin septembre sans voir les châtaignes.
les châtaigniers commençaient un peu à devenir marrons, là, et je voyais jamais les châtaignes. De même que je ne voyais pas le printemps, le fameux printemps corse au mois de mai-juin, j'étais à Alger, moi. Et une des grandes satisfactions, enfin, au milieu d'un grand malheur quand même, en 62, quand je suis rentré, revenu en Corse, je suis rentré fin mai. Et là, j'ai enfin pu voir le printemps corse. Donc j'étais dans le désarroi total d'un rapatrié. Rapatrié de quoi d'ailleurs? Oui. J'étais exilé. Je venais en France. Bon. Mais je découvrais les odeurs du printemps corse. Et là, je sortais de l'enfer de la guerre d'Algérie, des 2 dernières années qui étaient l'enfer en Algérie. Hein, bon. Des attentats tous les jours, des morts tous les jours. Donc le couvre-feu, pas de liberté, pas de voyage. Donc en juin 62, dans le désarroi total, je ne savais pas où j'allais faire mes études, finir mes études, j'étais dans le vide total, mais j'ai eu la joie de sentir les odeurs du maquis, de me baigner tranquillement, de me promener sans regarder derrière moi si quelqu'un va me tuer. C'était le mélange de drame et de joie. Oui, on dit mais donc il y a 2 enfances. Oui. Elles comptent aussi bien l'une que l'autre d'ailleurs. L'enfance algérienne, elle est très scolaire, elle est très érudite, très sérieuse. Je lisais beaucoup. J'allais dans les parcs Morian, avec un bouquin. J'achetais les livres dans les bouquinistes. Il y avait beaucoup de bouquinistes à Alger, il y avait des bouquinistes. Hein. J'achetais les livres, je lisais le livre dans la rue, je me souviens même. Bon. Et par contre, en Corse, je ne lisais pas grand-chose. La Corse, l'été, c'était la liberté, la nature, la liberté, la rigolade. Parce qu'on évoque tes parents, tous les 2 enseignants. Comment se rencontrent-ils? Mon père fait l'école normale à Ajaccio. Bon, il avait vécu une partie de son enfance à Paris, parce que son père était employé de banque à Paris. Mais très vite, pas très vite, tout jeune, il était à Paris. Mais après, il vient en Corse et il fait l'école normale d'Ajaccio. Et la Corse, dans les années, c'est 28-29, hein, 1928-29, la Corse dans un état d'abandon total, pas de route, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas d'activité culturelle, c'est l'abandon. Hein. La Corse est en plein déclin, donc il s'ennuie. Mon père était très dynamique, bon, il s'ennuie et très vite, il a envie d'aller en Algérie quand même. Et au passage, quand il a 21 ans, je crois à peu près, il connaît ma mère. Il connaît ma mère parce que du village d'à côté, ils se connaissent. Ma mère était plus jeune, elle avait 2 ans de moins que lui, donc elle passe le bac et là, il se marie. Elle passe le bac et il se marie. Donc la photo que je montre dans le livre, c'est ma mère sur la place du Diamant à Ajaccio, qu'on appelle De Gaulle maintenant, que tout le monde appelle du Diamant. Elle est toute jeune, toute belle, là, célibataire. Puis très vite, mon père, qui est un peu aventurier quand même, dit on va partir en Algérie. Lui était titulaire. Il avait fait l'école normale, ma mère n'était pas titulaire, elle avait passé le bac. Donc ils partent tous les 2 en 1929, 1930, je crois, 30, nommés à Relisane, mon père instituteur titulaire, et ma mère, maîtresse auxiliaire, comme on dit maintenant, dans une école à 30 km de Relisane, qui s'appelait Melouza, je crois, où il n'y avait que des Algériens comme élèves d'ailleurs, prenait le car tous les matins pour faire cours, et elle apprend son métier, et c'est là que je reproduis dans le bouquin les fameux rapports d'inspecteurs local qui jugent les jeunes maîtres. Hein. Et donc là, elle apprend son métier, et elle est heureuse, quoi. Bon, mais ils sont au contact du peuple. Ils sont au contact du peuple, bien sûr. Hein. Tes parents, instituteurs, donc effectivement, mais pas du tout des gens privilégiés. Ah non, pas du tout. Ils avaient le privilège d'avoir, je crois, 10% de plus qu'un fameux tiers colonial, je sais pas quoi. Mais non, ils n'avaient pas. Ils avaient la possibilité quand même de rentrer en Corse tous les ans par un bateau que l'État organisait, j'imagine. Hein. Mais mon père ne s'est jamais senti, comme on dit maintenant, pied noir. Hein. Personne ne se sentait pied noir, de toute façon. Cette expression est née après à la fin de la guerre d'Algérie. Mon père connaissait des Corses à Alger, participait à la Société des Corses, fameuse bataille entre deux équipes qui s'affrontaient, les Franquis, les Secaldi. Bon, je suis copain des 2 maintenant, d'ailleurs, des enfants. Et c'était des batailles épiques. Hein, c'est une société très puissante, c'était des Corses en Algérie, il y avait des milliers de Corses. Hein. Donc il était Corse. Le dimanche, comme je le raconte dans le livre, mes parents invitaient essentiellement des Corses célibataires qui venaient manger les cannellones et le veau aux olives. Donc ils parlaient corse entre eux. J'ai pratiquement jamais vu un Français ou un Arabe à la maison. C'était des Corses. Parce qu'on ne se mélangeait pas. Non, on ne mélangeait pas. C'était chacun chez soi. Chacun chez soi. Et on se côtoyait pourtant dans la rue. Ah ben quand on voit moi ça m'a encore frappé cette année, j'ai vu des reportages sur l'Alger dans les années 50, 55, 50, 60 même.
on est frappé par, dans la rue, le mélange. Les gens, on voit toutes ces femmes avec le haïk là, blanc, qui côtoient, croisent des Européens habillés avec le chapeau, la cravate parfois même, ou habillés pauvrement, mais ils se croisent, ils montent dans le même autobus, ils vont en marché, mais il n'y avait pas d'osmose, il n'y avait pas de mélange de la population. Et les Français, non, on est européens de là-bas, donc beaucoup étaient là-bas depuis plusieurs générations. Nous, j'étais un des plus jeunes, là, hein. Mon père était arrivé en 1930, mais les autres, parfois, c'était, ça remontait jusqu'à la fin du 19e siècle. Mon père, quand il est rentré en 62, il a perdu, pas l'Algérie, il a perdu son école. Sa passion, c'était l'enseignement, l'école, faire cours, enseigner, enfin, former les élèves. Tous les matins, il écrivait au tableau de mon mieux. Enfin, bon, une idée qu'il faudrait donner à M. Attal, tiens, s'il veut revenir aux fondamentaux, comme ils disent. Non, mon père était très aimé des élèves, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un site, c'était l'école Voltaire, une très belle école. Hein. Et dans le cadre du retour au passé, surtout dans les années 70-80, il y a un site qui s'appelle l'école Voltaire, hein, qui existe encore, qui a eu une flambée, bon, maintenant un peu moins actif, bien entendu. Les gens meurent. Mais il y a, sur le site École Voltaire, il y a toute l'histoire de l'École Voltaire, les maîtres de l'École Voltaire. Il y a des témoignages sur mon père que je n'avais pas connaissance. J'avais pas connaissance. Ils sont très émouvants. Hein. Les élèves qui sont devenus maintenant des gens importants, des docteurs, ou même pas importants, des boulangers, des dentistes, j'en sais rien, qui écrivent, M. Castellani, on se souvient le jour où il nous enseignait ceci, cela, les manies qu'il avait, enfin bon. On se souvient beaucoup des maîtres. Hein. C'était au-delà de la vocation, parce que tu dis que les classes à l'époque comportaient une cinquantaine d'élèves, c'est ça ? 50-52 élèves. Il fallait les tenir quand même, ces 50... Il fallait tenir, oui, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de... Et puis il y avait le respect de l'instituteur. Il y avait le respect de l'instituteur, l'autorité, c'était des maîtres sévères. Hein. Les photos qu'on a, ils sont tous cravatés, ils sont sérieux, hein. Ils ne sont pas là pour rigoler. Hein. Mais ils étaient honnêtes, ils étaient sérieux, ils étaient justes, je crois. L'autre jour, Daniel Pénac, qui a passé une partie de sa vie en suivant son père dans des postes à l'étranger, a donc, ce que je ne savais pas, passé une année en tout cas ou deux à Alger. Et il y a eu une émission, la Grande Librairie, où le sujet c'était les souvenirs des maîtres d'école, où chacun, 5 ou 6 écrivains, on parlait de leur maître d'école qui les a marqués, et M. Daniel Pénac a dit, moi je me souviens de M. Balden, qui nous enseignait les mathématiques en CM2. Quoi. Et c'était le collègue de mon père. Quoi. Enfin, bon, Baldenweg, ça a été le maître que j'ai toujours vu à l'école, qui me donnait des cours de mathématiques. Enfin, c'était un Suisse d'ailleurs, hein, Baldenweg, et qui a marqué Pénac. Quoi. Il n'a pas dit à l'université ou non. Parce que les maîtres d'école, les instituteurs voyaient les élèves toute la journée en plus. Hein, 8h le matin, 5h l'après-midi quand même. Bon, il n'y avait qu'eux. Alors qu'au lycée, on les a 3 heures par semaine, 4 heures par semaine, à la faculté encore moins, donc l'effet est moins fort. On a des maîtres à l'université, ou même au lycée, qui nous ont marqués quand même, mais pas au fond, aussi sentimentalement. On est enfant quand même. Oui, et puis quand on est enfant, on cherche forcément des repères, des références, des exemples. Ah ben oui. Moi, Madame Richard, c'était ma maîtresse d'école à la maternelle, à l'école du Jonchet. Je n'ai jamais revu. Tout le monde respectait les profs. C'était facilité par ça, mais c'était dur quand même. Ils faisaient leur boulot. Hein. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre en partie, c'est pas la seule raison, mais pour rendre hommage à ces gens-là. Et pour rappeler effectivement ce qu'était l'Algérie. Oui, l'Algérie. Sans être dans une nostalgérie, hein, c'est pas du tout. Non, c'est ton époque, c'est ton histoire. Non. Moi d'ailleurs, j'ai fait, comme je le raconte dans le livre, 20 retours en Algérie. Hein, 20. Et je ne suis jamais retourné là-bas pour soit critiquer les Algériens, pour dire l'Algérie française c'était mieux, ou je ne sais, courir après je ne sais quel souvenir. Non, j'y suis retourné là-bas essentiellement pour travailler, pour faire ce que je faisais en France. Oui, et d'ailleurs, tu écris, donc il n'y a pas de secret, tu écris que les premiers temps, quand on te demande si c'est la première fois que tu vas en Algérie, tu n'oses pas dire qu'effectivement tu es lié avec l'Algérie. Oui, là, ça prouve bien le paradoxe. La complexité du problème. Et je ne crois pas être le seul, hein, d'ailleurs. Mais en tous les cas, moi, comme j'ai fait 20 voyages, bon, après, à la fin, j'ai avoué, si je puis dire. Et puis, il y a ton accent de temps en temps qui doit te rattraper un peu. Oui, l'accent ressort. L'accent ressort quand on parle à des Algériens qui ont l'accent pied noir. Je te rappelle, les Algériens ont l'accent pied noir. Hein.
c'est le même accent, hein, c'est le même peuple finalement. Ils ne se mélangeaient pas, mais c'est le même peuple. C'est curieux quand même ce qui se passe là. Et donc, quand je retourne là-bas, au bout de 5 minutes, j'ai l'accent qui revient, quoi. L'accent qui revient. Je n'ai jamais écrit de carnet, ni en 62, quand je suis rentré pourtant j'étais en drame absolu, j'aurais pu me défouler. J'avais trop de choses à faire d'ailleurs, puis j'ai pas eu envie. Pendant très longtemps, je n'ai eu cette envie, cette espèce d'injonction, hein, que quand je suis revenu en Algérie, tous les soirs d'écrire mes sentiments, mes observations, mais là, longuement, hein, pas seulement, il fait beau, il fait pas beau. Non, et si, je les ai écrits, ça on pensait les publier d'ailleurs, hein, et ils ont pris de plus en plus de force. Bon, à partir de 2003, je reviens travailler, là, 75 c'était différent, c'est un voyage plus touristique. En 2002, c'est un voyage de travail, hein, 2003 même. Et là, tous les soirs, je prenais mon petit carnet Moleskine et j'écrivais. J'écrivais comme j'avais analysé ce que faisaient les écrivains dans leur autobiographie d'ailleurs. Très souvent ils font ça. Donc j'écrivais mes carnets, mais à chaud comme ça, sans fioriture, sans recherche d'écriture, en pensant, je sais pas, pour laisser une trace. Et puis quand j'ai eu l'idée de ce livre, j'ai dit tiens, pourquoi pas ne pas publier ces carnets qui étaient sur les carnets Moleskine, écrits à la main. Hein. Donc là je les ai tapés à l'ordinateur, je ne les ai pratiquement pas modifiés, j'ai eu l'honnêteté de ne pas les modifier. Sauf parfois une répétition, enfin bon, mais je les ai gardés dans leur jus, c'est-à-dire dans leur spontanéité, jour le jour, c'est le cas de le dire, hein, journal intime, et je les ai reproduits. Et c'est un document qui, quand je les ai écrits, je ne pensais ni les publier, ni je me rendais compte de ce que je faisais. Et quand je les prends, c'est ce que m'a dit mon éditeur, d'ailleurs, ce que me disent beaucoup de lecteurs, hein, des critiques, quand on les lit, ça s'étale sur 20 ans, 2003, 75 même, et 2003, 2020, c'est long, hein. Et je m'aperçois que c'est une sorte de reportage sur l'Algérie indépendante. Je parle très peu d'Algérie française, d'Algérie coloniale. Oui, j'ai quelques souvenirs, mais c'est essentiellement un regard sur l'Algérie par le travail. Moi, je ne concevais d'y aller que par le travail. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours refusé le voyage nostalgérie. C'est-à-dire, il y a eu quelques malheureux pieds noirs qui ont fait ça. De revenir, d'essayer de retrouver les traces du passé. Retrouver les traces du passé avec un guide algérien qui leur dit, là, c'est là que on a fait la torture, c'est là que le moudjahid, c'est bon, la propagande. Hein, bon, j'ai toujours horreur de toutes les propagandes. Et quand je retourne là-bas, je veux une propagande ni Algérie française, ni Algérie indépendante. Hein. Donc, je vais là-bas, je travaille avec des collègues algériens, des étudiants, et au passage, je regarde l'Algérie. Et j'ai plus d'amis algériens maintenant, pratiquement, que d'amis dans l'université française, quoi. Ils sont plus fidèles, j'ai plus de choses à leur dire. Ça, je crois que c'est assez singulier. Enfin, c'est pas de l'orgueil, mais c'est assez singulier quand même de mélanger les souvenirs d'enfance de l'Algérie dite coloniale à l'Algérie indépendante. Et on parle de transmission. Ce voyage retour, ton défunt père, ne l'a jamais fait au final. Non, il a toujours refusé. Oui. Quand il est rentré en 62, il a demandé sa mutation en Corse, bien entendu. Ancien élève de l'école normale d'Ajaccio, Corse. Ancien combattant, on aurait pensé qu'il aurait... Il était quand même Corse, oui, père et mère, enfin, et ma mère... père et mère aussi, enfin, même s'ils étaient orphelins de père et de mère, mais bon, il était quand même très corse. Hein. Lui, l'école normale d'Ajaccio quand même. Hein, bon. Et il le nomme à Lille. Lille en un mot. Hein. Oui, oui. Là, mon père, en 62, après 30 ans d'ancienneté, dit non. Non, il allait faire à Lille. Bon. Donc il prend sa retraite. Il prend sa retraite et là, ça le tue complètement. Il perd l'Algérie, il perd son école, il n'a pas de travail en Corse. Les 3 enfants qui étaient à Alger, très proche de lui, très proche d'eux. Moi, je vivais à la maison encore. Hein. S'éparpillent tous les 3, chacun mène sa vie comme il peut, où il peut. Hein. Et donc là, c'est la solitude, c'est l'amertume. Et même si on retournait les voir très souvent, mais quand même, ils étaient très tristes. Et moi, j'ai toujours vu mon père heureux en Algérie, j'ai toujours vu triste encore, ça, à partir de 62, même s'il avait des joies, hein, Noël, ça. Et là, il est cassé complètement et il n'a pas voulu revenir. Mon frère aîné lui a proposé de revenir en disant tu seras logé dans un appartement, tu n'iras pas à l'hôtel, tu seras entouré, tu auras une voiture. Il a dit non, non. Alors moi, par contre, je vais en Algérie en 2003 ou 2002, je ne sais plus, parce que il y a un colloque qui est organisé là-bas pour la renaissance du département français d'Alger, de l'université d'Alger.
Parce qu'après 92, 2000, 2001, c'était compliqué, on va dire. L'Institut français était fermé, plus d'enseignement du français, plus question d'aller là-bas parler de littérature française. Hein. Bon, c'était la guerre civile affreuse, quoi. Pire que la guerre d'Algérie d'ailleurs. Donc, pas question d'y aller. Donc pendant 10 ans, l'Algérie, je ne dis pas qu'il l'oubliait, mais enfin, il n'était pas question d'y aller. C'était hors champ, hors cadre, même si j'y pensais quand même. Hein. Mes enfants, ma femme me dit tout le temps que quand on avait reportage sur l'Algérie, je me levais, je m'approchais de l'écran de télévision, comme pour le toucher. Bon sens saurait mentir. Oui, hein. mais je ne pensais pas y aller, quoi. Mais quand j'y suis allé, c'était dans ce cadre universitaire, et là, je découvre l'Algérie, mais pas de nostalgie. Je me mets dans le bain de l'Algérie indépendante, mais en tant qu'enseignant français. Avec liberté totale d'ailleurs d'enseignement, hein, d'ailleurs, le premier soir de ce colloque-là, qui se tenait d'ailleurs à l'hôtel Saint-Georges, je me souviens, la directrice du département de français, qui est devenue une amie maintenant, Afifa Berri, prononce ce discours, moi je suis dans la salle, et dit « Ah, nous sommes heureux de réouvrir le département de français, oublions la guerre, tout ça ». Et pendant quelques minutes, j'ai dit oh, « Non, elle ne va pas nous faire un discours sur la guerre d'Algérie. Moi, je suis venu ici très pacifiquement. Et je me suis aperçu au bout de 10 minutes que c'était la guerre des islamistes. C'était la fin de la guerre des islamistes. Finalement, mon retour en Algérie à ce moment-là, dans le travail, a coïncidé avec le retour à la vie des Algériens. En tout cas dans l'université, même dans la liberté, enfin, toute relative du régime à l'époque. Hein. Donc j'ai connu le retour à l'enseignement du français, avec, on parlait de tous les grands auteurs français, autobiographie, on ne parlait pas de Camus, hein, mais on pouvait parler de tous les écrivains français, Sartre, Péguy, Saint-Exupéry, très étudié. Et alors au début, par je ne sais quelle prudence, je voulais avoir la paix, je voulais pas que... je disais que j'étais professeur d'université à Tours. Voilà. Et j'avais l'accent français. Après, quand j'enseignais en Corse, en même temps, je disais, je suis corse, j'enseigne ici à l'université Pascal Paoli de Corté, quoi. Et puis je me suis aperçu très vite que dans ces colloques, très rapidement, 24 heures après le début du colloque, les professeurs parisiens étaient dans leur sauce, là. Et puis moi, j'étais très vite très proche des étudiants et des collègues algériens. Et c'était évident. Et là, ça devenait absurde de dire je suis de Tours, quoi. Parce qu'ils m'auraient dit qu'est-ce que tu racontes là. Donc après, il a fallu quand même que je lâche du lest. Il a fallu que je dise non, je suis. Alors ça a été très long, hein. C'est très long, hein. Au début, c'est mes parents ont enseigné, j'ai vécu enfant. Pour dire que j'y suis resté jusqu'en 62, parce que dire qu'on est resté jusqu'en 62, en algérien, c'est la clé historique. Terrible. Hein. Oui, terrible. Parce que ça veut tout dire, 62. Ça veut tout dire. C'est pas la peine de développer. Quand vous dites je suis rentré en mai 62, juin 62, juillet 62, ça veut dire le bateau, l'avion, la valise, conditions épouvantables. Ils le savent. Donc c'est pas la peine de développer. Donc si je dis je suis rentré en 62... Fin du débat. Le dossier est clos, pratiquement. Le dossier est clos. Ouais. Le dossier est clos. Il est clos, il est ouvert en même temps, parce que ça m'a fait plaisir que je sois un ancien de là-bas. Et même ils disent pourquoi tu es parti, pourquoi tu n'es pas resté, tu aurais pu enseigner, etc. etc. Donc c'est jamais un reproche, hein, c'est jamais tu nous as abandonnés, ou tu es un ancien colonialiste, non, pas du tout. C'est un enfant qui retrouve le père, ou le père qui retrouve l'enfant, et dit pourquoi tu es parti, quoi. Enfin, refondons la famille. Refondons la famille. Et j'ai refondu des familles là-bas, oui, j'ai des amis, quelques-uns, hein, qui sont comme la famille. Hein. Ah oui. Il y a forcément des choses qui ont changé depuis ton enfance algérienne et puis ce que tu vois en tant qu'adulte, avec ton regard d'adulte dans les années 2000. Il y a des choses que tu vois en Algérie. Ce qui a changé d'abord, c'est l'islamisation, l'arabisation d'Algérie. C'est-à-dire qu'on ne voit pratiquement plus d'Européens dans la rue. Hein. Bon, moi, quand j'étais enfant ou adolescent, on se croisait. Il y a autant d'Algériens, ou même plus, que d'Européens. Hein. Donc là, quand on y retourne là-bas, dans les grandes villes, et ailleurs encore pire, il n'y a pratiquement plus d'Européens. Les Européens, c'est les enfants des diplomates, ils vivent dans des châteaux forts, protégés par les gendarmes mobiles, ils ne se mélangent pas à la population, les enfants des ambassadeurs norvégiens, ou français d'ailleurs. Donc beaucoup l'arabisation totale de l'espace, le fourmillement démographique,
Alger était une ville, il y avait du monde, mais enfin, là, c'est des fourmis, des milliers de personnes. On prend toujours l'image des gens, le dos au mur, des hommes, les hipistes sur le mur, qui n'ont pas de travail, qui sont là oisifs. Bon. Et puis, l'espace d'Alger n'a pas tellement, l'espace d'Alger centre n'a pas tellement changé. Mais moi, j'emploie toujours l'expression, c'est l'Algérie, le palimpseste. L'Algérie française est le palimpseste de l'Algérie indépendante. C'est-à-dire que quand on gratte, comme dans les palimpsestes, on trouve de deuxièmes manuscrits dessous. Quand on gratte, on a les immeubles haussmanniens, on a les kiosques à musique, on a les pâtisseries, on a les hôpitaux, on a toute une série de... Tes repères sont revenus rapidement à la surface? Ah ben oui, moi j'ai fait gauche-droite tout de suite à Alger, moi, oui, ça, aucun problème. Constantine, je ne connaissais pas Constantine, Beaune, Annaba, je ne connaissais pas, donc j'étais à la découverte, j'étais touriste. Mais pas un touriste normal quand même. Et l'appartement adjacent que ton père avait? L'appartement, j'ai tourné autour comme un oiseau là. Au bout du deuxième voyage, je suis entré dans l'entrée. Qu'est-ce qui t'a freiné? Tu dis que tu n'oses pas rentrer, tu ne te demandes pas à vouloir... Non, je suis allé à l'entrée, je suis allé au jardin qu'il y avait, suspendu entre les deux immeubles, mauvais état d'ailleurs, et puis je ne suis pas monté au 14e étage, l'appartement. Je l'ai vu de la rue, j'ai vu du linge étendu, ça m'a fait mal au cœur quand même, parce que c'est l'appartement... Cette terrasse, ce balcon, on passait des journées entières sur le balcon. Oui, et il y avait une piscine au dernier étage. Il y avait une piscine, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Il y a une piscine, parce que celui qui avait fait cet immeuble avait pris le meilleur appartement, bien entendu, et il avait construit une piscine, juste au-dessus. Et comme j'étais copain du fils de ce patron, là, de l'immeuble, là, je montais en maillot à la piscine par l'intérieur, par l'escalier. Et lui, c'était, celui qui avait fait cet immeuble était très riche, c'était un gros entrepreneur. Donc là, moi, j'étais pas pauvre, enfin, j'étais enfant d'instituteur. Donc là, c'est là, grâce à lui, que j'ai découvert la piscine, j'ai découvert le talkie-walkie, je me souviens qu'on parlait à distance. J'ai découvert la Calas, il avait des disques de la Calas, moi, j'avais pas de disque. Je sais pas, un certain nombre de choses comme ça. Je l'ai plus vu, d'ailleurs, ce bonhomme, là. Mais... oui, c'était un très bel immeuble, oui. Mais pas voulu, beaucoup l'ont fait. Ils sont revenus dans l'appartement. Non, moi j'ai vu la maison de l'extérieur, ça m'a suffi. L'appartement, je m'en souviens bien, j'ai des photos. Enfin bon. Et moi, je pense que la plupart des gens qui l'ont fait ont été très bien accueillis. Tu vivais là, rentre. Enfin, c'est bizarre comme impression. Non, j'ai pas voulu aller jusque-là. Mais c'était pas mal quand même déjà. Mais par contre, j'ai fait tous les parcs, j'ai fait... J'avais un grand souvenir de la piscine du Rua, la fameuse piscine du Rua, piscine d'eau de mer, extraordinaire. Là aussi, on m'a posé la question cet été, dans des rencontres sur ce livre, je n'ai pratiquement jamais été à la plage en Algérie. La plage. Parce que au mois d'avril, mai, on n'allait pas à la plage, on n'avait pas de voiture non plus, on allait au lycée, on revenait au lycée, j'allais au cinéma, j'allais à l'opéra, mais je n'ai pas de souvenir de plage en Algérie. Par contre, j'allais à la piscine du Rua, parce que la piscine du Rua, c'est une très belle piscine. Le Rua, c'était le Racing universitaire algérois, le fameux club Rua, qui était le club avec le maillot bleu, blanc rayé, qui était le club de Camus d'ailleurs. Je ne voudrais pas qu'on termine cet entretien sans aborder un écrivain algérien qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Oui, tu as bien dit algérien. Oui. Camus, quand il envoie beaucoup de lettres à Maria Casares, sa grande passion, là, très souvent il signe ton algérien. Il ne signe pas ton parisien, il signe ton algérien. Camus se sentait algérien. Même si après il a fait une carrière éditoriale, à Paris, le prix Nobel, tout ça. Mais Camus s'est senti algérien. Le peuple n'est même pas à le rejeter, il ne sait même pas qu'il existe. Donc ils ne le rejettent pas, ils ne le connaissent pas. Par contre, les élites, oui, les hommes politiques, les responsables, les préfets, les ministres, les présidents, qui n'ont jamais lu d'ailleurs, reprochent à Camus de ne pas avoir pris position clairement pour l'indépendance de l'Algérie, de ne pas avoir appuyé le Front de libération nationale, comme avait fait Sartre, d'autres. Bon, ça c'est la première chose. Camus l'a expliqué 1000 fois pourquoi il n'avait pas pu lui faire ça, parce qu'il sentait à la fois algérien et européen, pied noir. Et puis qu'il œuvrait dans une démarche de fraternité, de réunion des deux. Il y a un qui était pour la fraternité, c'est Camus quand même. Il a été le premier à dénoncer l'injustice en Kabylie. Sartre ne disait rien à l'époque-là. Et ensuite, on lui reproche la fameuse phrase
fausse d'ailleurs, tronquée, caricaturée, de « entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Phrase qui est complètement truquée, tronquée. Le journal Le Monde a fait un travail de salaud. Quand ils l'ont publié le lendemain de la conférence de presse à Stockholm, c'est pas ça. J'ai écouté 10 fois la bande. Un étudiant algérien à Stockholm a pris le prix Nobel, un étudiant algérien pour l'indépendance. Il lui pose la question, pourquoi vous n'avez pas pris une position pour l'indépendance de l'Algérie? Et Camus lui répond, à l'heure où je vous parle, des gens que vous soutenez mettent tous les matins des bombes dans les tramways, dans les cafés, dans les plages, dans les cinémas d'Alger au nom d'une justice, et ils peuvent tuer ma mère. Entre cette justice-là et ma mère, je choisis ma mère. Donc Camus, une fois de plus, comme toujours, depuis les justes, ça, prend position pour la paix civile. Il admet la guerre, mais son appel à la trêve civile, en 1956, c'est ça, c'est avant la bataille d'Alger. Il est reçu au cercle d'Alger, là, et il va là-bas, il publie un article dans l'Express, il dit « Je vais là-bas pour faire un appel à la trêve civile », c'est-à-dire qu'il demande au FLN et à l'armée française d'arrêter de tuer des civils. Utopie totale, parce que le FLN ne tuait que des civils, algériens et français, quelques militaires, bien sûr, et les militaires français tuaient quelques félagas et beaucoup de civils au passage, des bombes, des napalms, donc les deux massacrés. Bon. Donc lui, dans une position humaniste totalement utopique, il dit arrêtez les frais, battez-vous entre deux armées, mais arrêtez de tuer, arrêtez de tuer les gens dans la rue, parce qu'après, c'est après cet échec de la trêve civile qu'il y a le congrès, le fameux congrès de la Soumam, qui décide d'envoyer des commandos sur Alger, déclencher la bataille d'Alger, qui a duré 1 an. Bon. Donc Camus, il avait une position humaniste, il était pour la fraternité entre Algériens et Français. Alors on ne peut pas dire qu'il était colonialiste. Sa mère était femme de ménage, il a été élève à Alger humble, il a été sauvé par la bourse, la fameuse bourse de M. Germain. Là, bon, c'était pas un enfant de riche, il n'a jamais participé à une quelconque exploitation, pas du tout. Et après, comme écrivain, il a parlé de l'Algérie très souvent, il a écrit des textes extraordinaires sur l'Algérie, Retour à Tipaza, Nos, ce sont des textes magnifiques sur l'Algérie, la vraie l'Algérie, la nature, le soleil, tout ça, bon. Dans l'étranger, c'est vrai que l'arabe, Meursault tue un arabe, mais il est condamné par la justice française quand même. Il faut voir l'ensemble de l'étranger. C'est un personnage indifférent à sa mère aussi. Donc c'est plus complexe que ça. Et c'est pas seulement quelqu'un qui tue un arabe, bon, comme on veut le faire maintenant. Oui. Donc l'Algérie, de façon très étroite, très sectaire, a dit Camus est un colonialiste. Et j'avais même vu, quand je suis arrivé un jour en Algérie, c'était le moment du colloque Camus qu'on avait fait là-bas, non sans mal. Il y avait un titre dans les Moudjahid, je me souviens, Camus l'OAS. Camus meurt en 60. L'OAS n'existe pas. Bon. Donc Camus, il est interdit, il n'est pas diffusé, il n'y a pas ses livres, à l'université on ne l'étudie pas. Moi, quand j'ai tenté une fois ou deux de dire à une étudiante, prenez un sujet, Saint-Exupéry, d'accord, mais ok, mais prenez Camus quand même. C'est vous, Camus. Elle m'avait répondu, si je prends Camus, ça ne passera pas au rectorat. Le sujet ne sera pas agréé. Bon. Donc, il n'est pas question, j'ai jamais parlé de Camus dans mes cours. Non. Je parlais de tous les écrivains français, sauf de Camus. Je pourrais parler une fois comme ça, mais après, si je parle de Camus, non. Et le colloque Camus qui a été fait en 2005, par l'équipe d'enseignants français à Alger, ils l'ont fait sous protection militaire, gendarmes mobiles, clandestinement pratiquement, parce qu'ils avaient peur, parce qu'il y a eu ce fameux titre Camus l'OS, ils avaient peur qu'il y ait un commando qui arrive et qui massacre les participants au colloque. Donc on a fait un colloque Camus, c'est surréaliste, clandestin en Algérie. Alors, on était au Chénois, on était à Tipaza, on était protégés à la militaire, et on n'a pas pu faire une conférence à l'université d'Alger, parce que c'était interdit. Et donc là, il y a les jeunes, ou l'ignorent, on les élève dans cette espèce de discours mythique, Camus, le salaud, le colonialiste, il préférait sa mère au FLN, c'est une caricature. Quoi. Bon. Après l'échec de son appel à la trêve civile, parce que la trêve civile, pourquoi ça échoue? Il va là-bas, utopique, il fait un appel à la trêve civile. Il se retrouve là-bas, au cercle du progrès, là, une conférence avec un service d'ordre FLN mitraillette au poing, quelques libéraux d'Algérie, et dehors, une vingtaine de pieds noirs qui gueulaient « Camus le traître ». Il sort de là, détruit.
il comprend qu'il a été manipulé par les libéraux en faveur du FLN. 2, il est cassé par d'entendre Camus traite par des pieds noirs. Bon. Et lui qui voulait sauver l'Algérie, il rentre désespéré, il ne dit plus un mot. C'est à partir de là qu'il ne dit plus un mot. Il écrit publiquement, il ne dit plus rien sur l'Algérie. Il écrit quelques lettres, défend l'Algérien, mais il n'écrit plus rien. Donc Camus, c'est un drame, il devrait être enseigné. Camus, quand on dit Camus dans tous les pays du monde, on dit l'Algérie, on ne dit pas Paris, on dit l'Algérie. Camus, c'est l'étranger, c'est Noce, c'est Tipaza, c'est... Moi, j'ai souvent parlé de Camus dans des pays étrangers, on ne me dit pas Paris, on me dit Algérie. Non, c'est l'endroit où il doit être le plus célébré, c'est là où il est le plus ignoré. C'est criminel. Et c'est pas prêt de changer, ça. Parce que les enfants, ils naissent dans ce déni. Oui, ils ne connaissent pas Camus. Bon. Merci en tout cas de nous avoir parlé de la Corse, de l'Algérie. Oui. On va forcément avoir une pensée pour tes parents. Et oui, bien sûr, oui. Oui. Parce qu'il faut leur rendre hommage quand même, parce qu'ils ont fait un boulot magnifique et ils ont souffert d'abord, en dehors de la mémoire, de l'image qui reste d'eux. Ils ont souffert en 62, plus que nous, la génération suivante. On s'en est tiré parce qu'on était jeunes, on s'est battus, on avait tout l'avenir devant nous, quoi. Et ils ont beaucoup souffert, oui. Alors qu'ils ont fait un travail magnifique. Je pensais qu'il fallait le dire, ça, oui. Pour la transmission, pour ne pas oublier. Voilà, et puis lire Corse-Algérie, évidemment. Et lettre à Marguerite Yourcenar. Oui, voilà. Merci Jean-Pierre Castellane. Merci beaucoup. Castellane. Tu prononces très bien, tu es pratiquement corse. Tu pourras venir en Corse. J'ai mon passeport corse. On pourra faire une rencontre en Corse. Oui. Non, mais c'est vrai que la Corse est importante. Et ce qu'on disait là, c'est la notion de silence. Tous les livres qui sortent parlent du silence des parents. Ça, c'est dramatique, que les parents ne parlent pas. Le silence des parents, qu'ils soient algériens, européens, pieds noirs, ce qu'on veut, ils ne parlent pas. Parce que l'évocation de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu est tellement... C'est pour ça que moi, ma génération, il est temps qu'on prenne la parole, je ne suis pas le premier, mais il est temps que dans les livres, après il faut que ces livres soient lus, mais c'est vrai que ce silence, il était temps de le briser, quoi. Voilà.